Madame, Messieurs, bonsoir. Que pensez-vous de la mobilisation de recettes fiscales dans les secteurs des mines en République démocratique du Congo? Quels en sont les enjeux, les défis et les perspectives? Nous allons en parler dans cette émission. Vous le savez, le secteur minier est un secteur très important pour le développement de la RDC. Les communautés locales sont-elles privilégiées ou négligées dans ce secteur? Nous allons en parler dans cette émission avec des journalistes qui œuvrent dans les secteurs des mines, des journalistes qui constatent ce qui se passe dans les secteurs de mines, qui ont réalisé des travaux pour voir ce qui se passe là où l'activité minière est exercée, que ce soit dans le Grand Katanga ou dans d'autres provinces du pays. Ces journalistes sont ici sur le plateau pour parler de cette question de la mobilisation de recettes fiscales du secteur minier en RDC. Je commence par ma gauche pour vous présenter M. Gustave Tshibumbu. Bonsoir. Bonsoir, Ambroise. Monsieur Gustave Tshibumbu, vous êtes journaliste. Oui. Vous êtes également président de JRNF. Oui. JRNF, c'est le réseau de journalistes pour les ressources naturelles et la fiscalité. Ouais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Également sur ce plateau, monsieur Olivier Massini. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ambroise. Monsieur Olivier Massini, vous êtes également journaliste et chargé des communications et relations publiques des JRNF, ce réseau de journalistes pour les ressources naturelles et fiscalité. Alors, avec vous, nous allons parler de cette question de la mobilisation de recettes. Il se pourrait qu'un autre ou une autre journaliste, ce serait une dame, il se pourrait qu'elle nous rejoigne sur ce plateau. Nous la présentons déjà, il s'agit de Madame Dorcas Somoué, qui va venir bientôt pour nous rejoindre sur ce plateau pour parler de cette question des mobilisations de recettes fiscales. La première question à Gustave Tshibumbu. Lorsqu'on parle du secteur minier en RDC, on parle du secteur minier, apparemment c'est un secteur très sensible. Et pourquoi il serait très sensible de cette manière-là? Bon, merci beaucoup, monsieur Ambroise, pour l'invitation. Avant de prendre la parole, je voudrais souhaiter meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Congo Web Télévision et son PDG. Mais aussi, je voudrais vous dire qu'il y a depuis une année aujourd'hui un réseau de journalistes qui se sont donnés comme tâche d'œuvrer dans le secteur minier, dans le secteur des ressources naturelles et de voir un peu plus la fiscalité de ce secteur pour comprendre pourquoi on n'évolue pas, pourquoi on parle toujours des carrés miniers, on parle de détournement, on parle de fraude minière, on parle de... on ne maximise pas beaucoup alors que c'est un secteur clé un secteur clé qui finance les budgets de l'État. Et tout l'espoir même d'un peuple repose sur le secteur minier. Mais il faut aussi dire que même lorsqu'on parle de l'envie internationale sur la République démocratique du Congo, c'est à cause de ces minéraux. Mais le peuple congolais n'en bénéficie toujours pas. Ah, ok. Et la pauvreté monte du jour au jour. On parle souvent d'un scandale géologique. Oui. Alors que on a tout. La RDC est un scandale géologique, comme on dit. Et pour votre information, le sous-sol de la République démocratique du Congo contient à peu près 1100 substances minérales. 1100 substances minérales. Mais l'exploitation aujourd'hui tourne autour d'une cinquantaine de substances. Une cinquantaine seulement. Une cinquantaine sur 1100. Sur 1100 substances minérales. Jusque-là, l'exploitation qui s'est faite au Congo ne tourne qu'autour d'une cinquantaine. D'une cinquantaine de minéraux ou de substances minérales. Et donc, c'est qu'il y en a encore beaucoup. Beaucoup. On n'a pas encore exploré, on n'a pas encore exploité. Donc, on peut dire encore que nous avons encore un sous-sol vierge
Parce qu'il faut découvrir les 1100 substances et puis les exploiter au bénéfice du peuple congolais. Et lorsque vous vous dites, merci déjà pour ce réseau de journalistes qui se sont décidés de regarder de près ce qui se passe dans ce secteur des mines, mais vous avez fait un constat où, malgré ce scandale géologique, malgré peut-être le boom économique, les booms miniers qu'on a constaté, mais le peuple congolais n'en bénéficie pas. Quelle pourrait en être la raison? La raison, c'est ça même le défi. Vous devez savoir que nous avons d'un côté les ressources minérales et d'autres ressources. Parce que nous sommes journalistes du réseau des journalistes pour les ressources naturelles. Nous ne nous limitons pas seulement aux mines. Il y a les forêts, il y a les terres, il y a les eaux, il y a les hydrocarbures, il y a tout ça, les ressources naturelles. Mais pour l'instant, nous sommes d'abord dans les secteurs miniers. Effectivement. Et dans les secteurs miniers, il y a beaucoup de défis qui font qu'on ne puisse pas bénéficier des ressources naturelles, des mines que le Seigneur nous a données. Je crois on y reviendra tout au long de cette émission. Alors, pour compléter les idées, il faut dire qu'il y en a, surtout ici à Kinshasa, qui ne écoutent qu'on parle seulement des minéraux, mais ne connaissent pas réellement quels minéraux. Alors, nous avons parmi ces minéraux ou ces substances minérales, les métaux précieux. Là, nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons l'argent, nous avons le caramel. Nous avons les métaux de base, cuivre, cobalt, zinc, plomb. Nous avons les minéraux stratégiques. Là, nous avons le coltan, le tungstène, le tantal, le lithium, l'uranium. Ce sont des minéraux stratégiques. Et puis, nous avons les minéraux industriels, nous avons les fers, nous avons la manganèse, nous avons l'étain, etc. Et les 7 principaux, on a parlé d'une cinquantaine exploitée, mais il y a les 7 principaux qui sont beaucoup plus exploités et qui font l'information à travers le monde. Nous avons là les cobalt qui entrent dans la fabrication de batteries électriques. Et là, la RDC, c'est les poumons. La RDC, c'est les greniers. À elle seule, elle détient plus de 70% des réserves mondiales de cobalt. Donc, cobalt... C'est costaud, hein? Oui. 70% mondial. Et donc, il y a les cuivres. Les pays, c'est un producteur majeur du cuivre. Il occupe 4e, 5e place dans le monde. Et puis, nous avons les coltans. Nous avons les coltans, et les coltans, c'est la composition des tantal, et puis qui rentre aussi dans la composition des appareils électroniques, smartphones, ordinateurs, téléphones, etc. Les diamants, l'or, l'argent, ce sont des métaux précieux, je l'ai dit. Voilà autant des minéraux principaux qui sont exploités aujourd'hui, mais qui ne profitent pas encore jusque-là, comme il se doit au peuple. On va revenir sur la mobilisation de recettes après. Alors, je prends Olivier Massini, qui est également sur ce plateau. Quand on suit Gustave, qui nous présente ces minéraux, qui nous présente cette richesse naturelle dont dispose la RDC aujourd'hui, on peut se dire que si on est organisé, on peut le mettre à profit pour le développement du pays. Merci beaucoup, M. Ambroise. Je voudrais d'abord aussi m'acquitter de ces devoirs de présenter le vœu le meilleur au PDG des Congo Web et à tous les téléspectateurs des Congo Web et à vous-même, présentateurs de cette émission, et à toute la population congolaise. Pour revenir à votre question, il y a un problème de gouvernance par rapport à cette question que vous avez posée. Gustave a situé la question, a cité même les différents minéraux que nous avons au pays et pourquoi le gouvernement d'abord parle des pays solutions. Ce n'est pas en vain parce que nous avons vraiment toute la machine en marche et tous les minéraux stratégiques dans notre pays. Mais les problèmes se posent au niveau de gouvernance.
nous avons toutes ces richesses. Est-ce que nous, population, nous bénéficions de ces richesses? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Lorsque la gouvernance est mauvaise, c'est ce que M. Gustave a dit, que la population ne bénéficie pas malgré les richesses que nous disposons. Pourquoi? Parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Mais lorsque le gouvernement va mettre l'accent à bien gérer les ressources que nous avons, vous verrez que notre pays va décoller. Donc, c'est un problème de gouvernance, parce que vous avez des ressources, vous avez des richesses. Gustave a parlé de 1100 substances minérales, Oui. mais il n'y a qu'une cinquantaine qui est exploitée. Mais ce sont les défis de gouvernance qui posent problème. Et, mais à ce niveau, ça devrait interpeller quelqu'un. Oui, à ce niveau, d'abord, on voit le chef du gouvernement qui doit être interpellé. Et en dehors du chef du gouvernement, bon, le président ne gère pas. Notre président, selon la Constitution, selon nos lois, lui ne gère pas. C'est lui qui est redevable. C'est le chef du gouvernement par rapport à la gestion. Mais malheureusement, lorsqu'il faut rendre compte, ce n'est pas le chef du gouvernement qu'on voit, c'est le président de la République qui est venu vers la population demander « Donnez-moi votre suffrage, lorsque vous me donnez votre suffrage, moi je ferai ceci, je ferai cela. » Mais c'est lui qui doit bien faire la gouvernance, c'est le chef du gouvernement. La première ministre, actuellement, aujourd'hui, c'est la femme qui gère notre pays. C'est à elle qu'on doit interpeller, de mettre tous les atouts, les arguments pour bien gérer et permettre toutes les richesses que nous avons soient profitables au pays. Mais c'est Ambroise, moi je dis, c'est vrai, nous avons les richesses. Et un Congolais ne peut pas envier un Américain, ne peut pas envier même un Français par rapport à ce que Dieu a donné à notre pays. Mais lorsque nous, aujourd'hui, les Congolais aiment aller en France, en Belgique ou aux États-Unis par rapport à la mauvaise gouvernance, parce que là-bas aux États-Unis, que ce soit en France, il y a la bonne gouvernance. Il y a une justice distributive. Les peuples se retrouvent. Tout le monde ne peut pas travailler au gouvernement. Mais le gouvernement va mettre les moyens à la disposition de la population par rapport, par exemple, les secteurs des transports. On met les transports qui permettent aux Congolais de se déplacer d'un coin à l'autre, sans difficulté. On a des routes, on a des infrastructures. C'est comme ça que les peuples bénéficient. Donc la gouvernance, vraiment, est très capitale pour que chacun puisse bénéficier de toutes les richesses que nous avons. Mesdames et messieurs, nous vous avions déjà présenté Dorcas Somé, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Je vais la saluer. Dorcas Somé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Table Ronde. Merci. Je vous avais déjà présenté, hein, j'avais déjà signalé à notre public que vous êtes en train d'arriver sur ce plateau, parce qu'avec vous, on va parler des défis, enjeux et perspectives de la mobilisation de recettes fiscales du secteur minier en RDC. Vous êtes journaliste d'Orcas, vous êtes également membre de JRNF, ce réseau de journalistes pour les ressources naturelles et fiscalité. Alors, une question à vous, lorsque vous regardez les secteurs miniers congolais, avant qu'on parle d'abord de la mobilisation de recettes, lorsque vous regardez ces secteurs miniers congolais, comment vous le trouvez? Comment est-il organisé? Comment vous le voyez? En fait, bonsoir aux téléspectateurs. S'il faudrait que je puisse aborder la question sur le secteur minier, la mobilisation de recettes, moi aujourd'hui je pourrais me permettre de dire que les minerais que possède ou détient la RDC, en termes de retour, en fait, en termes de recettes, c'est que nous devrions en fait bénéficier. Okay. Puisque nous avions quand même eu l'opportunité de participer à des conférences internationales, régionales. Quand vous entendez ce que réalisent certains États avec des recettes qui ne proviennent que du secteur minier, vous sentez que nous, on est largement en retard. Bon, largement en retard, je me dis, on ne sait pas, moi personnellement, je ne sais pas indexer X, Y, mais je me dis, ce retard est dû d'abord à notre propre politique interne. Okay. Le code minier, avant d'être visé pendant plusieurs années, avait donné l'opportunité aux entreprises qui venaient travailler en RDC de
faire beaucoup plus d'argent et d'appauvrir le trésor public. Ça, c'était l'ancien code minier. L'ancien code. Le code de 2002. On a appauvri les Congolais. Et les opérateurs et c'est là qu'on parlait s'enrichissent. même de la part du lion. Oui, Non, on a eu à signer des contrats qui ont en fait bénéficier les pays, d'autres entreprises de beaucoup d'argent que la RDC. Et aujourd'hui, avec la révision, l'actuel code minier, à mon avis, qui doit aussi être retouché par rapport à... Celui de 2018. Hein. 2018, au fait, qui doit aussi être retouché. Pourquoi il doit être retouché? Parce qu'aujourd'hui, la RDC est devenue un peu la proie de tout le monde. Il est devenu un peu la réponse aux différents problèmes, aux différents besoins des grandes entreprises et des pays extrêmement développés, puisque nous sommes en voie de développement. Maintenant, cela fait que si on maintient le code de 2018, nous aurons en fait à avoir des partenariats public-privé, tout comme public-public, qui vont produire des résultats, mais qui ne seront pas à la hauteur de ce que nous devons en fait avoir, à mon avis. De ce que nous devons en fait avoir. Or, aujourd'hui, la RDC, c'est un vaste chantier, vraiment un grand chantier, avec ses superficies qui est vraiment comparativement à un mini-continent, c'est vraiment un chantier qui a besoin de beaucoup de ressources. Dans l'entretemps, les ressources minières sont épuisables. On a l'exemple du Grand Kasaï, au Kasaï, au Chikapa, où on a exploité. Il y avait les diamants. Il y avait les diamants, il y avait tous ces gens-là qu'on a connus qui étaient forts dans le secteur de diamants. Ils ont exploité sans pour autant penser aux générations futures, sans pour autant penser à reconstruire les provinces dans lesquelles ils ont eu à travailler. Mais aujourd'hui, les Kasaï fait partie les grands Kasaï fait partie des provinces les plus pauvres de la RDC. Il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté Mbujimai, qui sont venus à Kinshasa et qui conduisent les motos aujourd'hui. Par rapport au défi, à mon avis, par rapport au défi, il y a de revoir un tout petit peu le code minier, afin de renforcer la vision minière congolaise. Ça permettrait à ce que nous puissions avoir un équilibre, c'est-à-dire ce que nous produisons, ce qu'on exploite et ce qu'on exporte. Au retour, nous avons les trésors publics faits de recettes constructives qui peuvent booster le développement. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la vision minière congolaise. Oui. Il en existe une, je pense. La vision minière congolaise. Bien sûr. Afin de renforcer cette vision minière, réviser le code minier de 2018. Retouché, pour permettre à la RDC d'être vraiment bénéficiaire et faire de lui un géant minier, comme la vision minière projette dans les jours à venir. Vous avez dit également que vous avez participé à des conférences internationales, là où quand même les autres pays rendent compte de la manière de ce qu'ils produisent par rapport à ce secteur, mais la RDC... Et d'ailleurs, même par rapport aux recettes, il y a même d'autres pays, des pays qui sont voisins à la RDC, non, je ne peux pas citer le nom ici, qui servent de pays de transit pour le minerai qui sortent de la RDC. Et ces pays-là, quand ça sort ici, on fait un calcul, on voit ce que la RDC doit faire payer comme taxe. Quand ça arrive dans les pays de transit, on rend compte qu'en RDC, on n'a pas bien fait le calcul. Ah oui. Et ceux qui bénéficient, c'est plutôt les pays de transit. Le transit, que les pays d'origine. Voilà. Si les pays de transit bénéficient, à fortiori les pays de destination, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est-à-dire, si les pays de transit peuvent gagner à plus de 10%, ça fait mal. Ça fait mal. Que le minerai quitte la RDC, transite quelque part et arrive à une destination. Non, déjà dans les pays de transit, on gagne. On gagne. À la destination, on gagne. Pas à l'origine. À l'origine, non. Il y a des taxations, il y a le montant qu'on vous donne. Forfaitaire. Comment appeler ça? C'est pour... Je vais te donner la parole tout à l'heure. D'accord. Je ne sais pas comment appeler ça, parce que moi je ne trouve pas de mots. Ce n'est ni ni en deçà de la réalité. Bon, je sais pas. C'est vraiment un montant. Vraiment. Alors, la parole à Gustave Chibumbu. Oui, c'est là qu'intervient les défis de gouvernance. Ah, les défis de gouvernance. Au niveau interne. C'est là qu'intervient le problème de gouvernance. Et lorsque nous parlons de problèmes de gouvernance,
il y a d'abord la faible application du code minier. Faible application du code minier. Voilà. Je vais vous dire, M. Ambroise, que les codes miniers actuels, bien qu'il y a nécessité des retouches, est avantageux à la République démocratique du Congo. Il y a autant de taxes, il y a autant de droits, autant d'impôts à payer au pays. Mais comment se fait la collecte de ces droits, de ces taxes? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes de ces taxes? Il y a la redevance qu'est-ce qu'on doit collecter en réalité? Il y a la redevance. La redevance minière. Qui est connue. Donc si vous demandez aux gens à gauche, à droite, on va vous parler premièrement de la redevance minière. Il y a la dotation. Hein, la dotation, c'est 0,3% ça veut dire 3% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Et qui est annuel, hein? Oui, et je vous dis que le CAMI enregistre jusqu'au mois de juillet 2025 environ 3281 entreprises minières. 3281 entreprises. Qui œuvrent ici. Qui œuvrent ici, soit dans les carrières, soit dans les mines. Oui. Et il y en a qui sont dans l'exploration ou dans la recherche. Oui. Et il y en a encore qui sont déjà en train d'exploiter. Mais tous les droits, toutes les taxes, tous les impôts, il faut alors suivre si ces entreprises-là sont en règle. Et pourquoi les entreprises qui ne sont pas en règle ne sont pas sanctionnées? Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je me dis, les acteurs qui sont dans le secteur minier et les entrepreneurs, voilà la catégorie des gens qui bénéficient des ressources minières de la République démocratique du Congo. Alors, ça signifie là, c'est un autre défi, il y a un niveau plus haut de la corruption. La corruption. Oui. Parce que lorsque toi tu es un inspecteur minier, tu es de la direction des mines, tu es du CAMI, tu te pointes et l'entreprise te tend la main, c'est fini, la mission est finie. Alors, je vais vous revenir. Voilà. Et donc, en dehors de la corruption, il y a le problème de la transparence. Je suis en train d'énumérer les défis qui font que tout ce que Dorcas a dit, on ne profite pas de nos numérer parce qu'il y a ces défis à surmonter. Faire l'application du code minier, corruption, oui. Transparence. Oui, voilà. Parmi il y a les cahiers des charges que les entreprises sont obligées de payer aux communautés locales. Dans votre introduction, vous avez fait allusion aux communautés locales, là où on tire les ressources, qui ne profitent pas. Qui ne profitent pas. Ouais. Alors, il y a une obligation légale qui demande aux entreprises, lorsqu'ils vont pour exploiter, ils doivent s'entendre avec les communautés locales sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut construire, combien il faut donner à gauche, à droite, des écoles à construire, des hôpitaux, des centres de santé, ainsi de suite. Mais vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a que 42 ou 46 entreprises qui sont en règle avec les cahiers de charges, d'autres avec la dot. Vous voyez? Donc, ça signifie que je vous ai parlé d'autant de minéraux, d'autant d'entreprises sur 3281 entreprises. Oui. Si on n'a que 46, par exemple, qui sont en règle avec la dot. Et les autres? Non, c'est pas normal. Donc, je vais vous revenir, Olivier. Ouais. Lorsque Gustave présente ce tableau, qui est tellement sombre, par rapport à la faible application du code minier, par rapport au défi de transparence, au défi de gouvernance, la corruption, on se rend compte que les communautés locales, les entités territoriales décentralisées qui sont censées être bénéficiaires de cette redevance, de la dot, elles sont oubliées, ces entités territoriales décentralisées. Elles sont oubliées, et pas de routes, pas d'hôpitaux, pas
de routes ni d'écoles construites pour ces communautés locales. Merci beaucoup, M. Ambroise. Je pense même notre partenaire AfriWatch, par différentes publications qu'elle a publiées ici, combien de fois elle démontrait dans ses analyses la communauté internationale, là où est exploitée ces ressources, sont oubliées. Madame Dorcas a relevé le cas d'Mbonjema et aujourd'hui, l'Amiba par terre et nos frères qui exploitaient les diamants dans cet espace Kassai sont aujourd'hui à Kinshasa en train de conduire les Wewa. Ça doit interpeller le gouvernement. J'ai insisté sur la gouvernance. Et lorsqu'on exploite ces ressources, les premiers bénéficiaires... Qui sont épuisables, hein? Ou qui sont Madame Dorcas l'a dit. Les premiers bénéficiaires, ce sont des communautés locales, les communautés dans lesquelles où ces entreprises minières exploitent les ressources. Mais malheureusement, parce que ces entreprises sont obligées à signer des cahiers de charges avec les communautés. Et dans les cahiers de charges, qu'est-ce que les communautés vont bénéficier? Entre autres, ce sont des infrastructures. Les centres de santé, les écoles, les routes, que ces communautés doivent bénéficier. Mais malheureusement, ces communautés ne sont pas à 100% bénéficiaires de toutes les ressources que les entreprises minières exploitent dans leur contrée. Et moi, je dirais que le gouvernement laisse faire. Et pourtant, il y a les codes miniers. Le code minier qui est publié dans notre pays donne un certain nombre de prérogatives que le gouvernement devrait suivre. Mais malheureusement, le ministre des Mines, qui est censé suivre ou assurer cette politique, nous constatons comme s'il y a un laisser-aller dans ces secteurs-là. Et pourtant, les communautés locales qui devraient bénéficier de toutes ces infrastructures, on laisse faire aux entreprises minières de devenir des rois, de faire n'importe quoi, et à la merci de la population qui vit dans les contrées où on exploite les minéraux. Et pourtant, nous avons dit, les minéraux sont épuisables. Ouais. Et c'est pourquoi il faudra vraiment canaliser les ressources qu'on exploite dans ces milieux-là pour que la population puisse bénéficier de ces ressources. Mais lorsque on laisse faire les entreprises bénéficier et s'accaparer de toutes les productions et abandonner la population, ne pas bénéficier de toutes les infrastructures prévues dans les cahiers des charges, là c'est au gouvernement où nous allons poser des questions et à nous rendre des comptes. Parce qu'il y a des services de l'État qui doivent suivre. Telle entreprise avait signé les cahiers des charges pour construire des écoles, par exemple, à Sakania, à construire des routes à Lubumbashi. Est-ce que ces routes sont construites? Ils sont payés ces services. Et pourquoi ils ne font pas leur travail? C'est la question qu'on se pose. La question de gouvernance, j'avais soulevé ici, des maires, M. Ambroise, lorsque nous regardons ce qui se passe dans ces secteurs miniers, et pourtant, notre pays, avec d'autres minéraux, nous sommes 4e producteur, 2e producteur et même 1er producteur. Mais nous, population, qu'est-ce que nous bénéficions? C'est là le problème. Vous avez raison de relever le problème de gouvernance. Madame Dorcas l'avait dit, Monsieur Gustave également, lorsqu'elle a dit qu'un minerai qui quitte à l'origine ne bénéficie pas au pays d'origine, mais il bénéficie au pays de transit et de destination. Ça, c'est vraiment un problème. C'est pourquoi je m'excuse. Oui, allez-y. Il y a aussi la modernisation des outils. Des outils du travail. Par exemple, ce que Dorcas a dit. Pour calculer, hein? On sort chez nous, on sort le cobalt. Mais le cobalt n'est pas seul. Le cobalt est accompagné d'autres minéraux que nous, par manque d'outils modernes. Il y a un thème technique là, on appelle ça comment? Il y a un appareil lors d'une conférence de presse d'AfriWatch. D'ailleurs, ça ne coûte pas, M. Ambroise, cet appareil-là, pour mesurer la quantité de marchandises que les entreprises minières. La quantité, il y a aussi un autre pour comment on dit, détaché, séparé. Oui. Voilà. Comment on appelle ça, toute cette technique-là? Oui, les termes affluent, ça va peut-être nous rattraper. Mais vous n'avez pas... Le minerai qui est attaché à l'autre. Oui, le minerai accompagnateur. Parce que dans les pays de transit, en principe, on calcule les minéraux principaux.
et on voit les minéraux secondaires. Secondaire. On détache. On les détache et ça a un il faut prix. payer le taxe. On facture tout. Par contre, nous ici, Et on nous facture sortons que un produit nous, qui a facture que 4 là. autres produits Il accompagnateurs. accompagne. Et le produit accompagnateur, là, il ne devient, il est made in pays de transit. Il est taxé dans les pays De transit. Dans les pays de transit, il est taxé. Mais pourtant, il vient du Congo. Oui, mais ici au Congo, on n'a pas taxé. On n'a pas taxé, ou peut-être on ne connaît même pas On quel l'a même pas minerai identifié. accompagne Non. les minéraux principaux. Même pas, on ne connaît pas. On l'a même pas identifié. On l'a même pas identifié. Déjà, on ne l'a pas identifié. Non, On a identifié le principal. C'est fini. Pas l'accompagnateur. Non. Mais c'est dans les pays de transit où on va Tout calculer. identifier, calculer, détacher. facturer, détacher. Et de là maintenant, ça continue. Et il est étiqueté pays de Là-bas. transit. Oui. Comme s'il a été exploité là-bas. Il y a aussi la faiblesse des administrations. Les administrations. Il faut des formations intenses pour permettre aux agents de l'État du secteur d'être performants et de travailler comme il se doit. Et ici, de voir comment collecter tout ce qu'il y a comme impôt. Il y en a plusieurs. Oui. Si vous prenez le code minier de l'article 236 jusqu'à l'article 259, il y a toute une série de taxes, des impôts, et des droits qu'il faut payer. Je prends seulement un exemple de droits superficiels Oui, d'ailleurs. allez-y. Comme nous allons publier un rapport bientôt là. Ah, JRNF va publier un rapport. Un rapport où on a parlé des droits superficiels, on a parlé de la redevance, on a parlé des fonds mines, les fonds pour les générations futures, on a évoqué les impôts et différentes taxes. Alors, dans ce rapport, nous parlons des droits superficiels. Le carré minier dont on parle, c'est quoi? La dimension, c'est 89 hectares. 89 hectares. Hectares. C'est ce qu'on appelle carré minier. C'est ça, un carré Un seul minier. carré minier. 89 hectares. Ce carré minier coûte 5 000 $. Ok. Alors, une entreprise, une société peut avoir 500 carrés miniers. Vous comprenez? Et avec Ça, c'est les 500 droits superficiels. Les droits superficiels seulement. 5 000 $ pour un seul carré. Pour un seul carré minier. Alors, si une société en a, bon, son permis, Mettons 10. même 500 carrés miniers. 5 000 fois 500. C'est combien d'argent? C'est combien de millions? Et il faut comprendre, les gens doivent comprendre, dans les secteurs miniers, on parle des millions et des milliards. Il n'y a pas de mille consorts. Millions, milliards de dollars. Alors, quand nous enquêtons, on veut avoir qu'est-ce que le camion a récolté en 2024, juste sur les droits superficiels. On a fait des démarches, on est allé pour finir, il n'y a pas de suite. Pas de suite. Vous allez à la DGRAD, parce que ce qui est récolté sur les droits superficiels est divisé en deux. 50% sont gérés par le CAMI, 50% gérés par la DGRAD. Nous sommes allés et au CAMI et à la DGRAD, on n'a eu aucune réponse à nos lettres, jusqu'à présent, à nos questions. Et on ne sait pas combien on a collecté en 2024 concernant les droits superficiels. Donc, il y a un problème de transparence. Mais la structure qui a la charge de nous livrer ces informations, l'ITIE, il y a 3 ans, il n'y a toujours pas de rapport. Mais c'est l'ITIE qui est dans la transparence, justement. Depuis le rapport de 2022 jusqu'à aujourd'hui, on pour a la transparence des industries extractives. Voilà. Pour nous dire, voilà, telle entreprise a versé autant pour tel droit, pour tel impôt, pour ceci, pour cela. C'est l'ITIE qui est, en tout cas, responsabilisé pour faire ce travail-là. Mais ça n'arrive pas. Donc, quand vous estimez que il y a cette volonté de cacher les informations. Au fait, par rapport à cette difficulté que plusieurs membres de notre structure a connue durant les enquêtes que nous avions menées, moi je reviens maintenant avec un coup d'œil.
c'est lui de faire vraiment pression et que la loi sur l'accès à l'information soit votée et promulguée. Parce que l'accès à l'information. Si cette loi-là sur l'accès à l'information était déjà promulguée, c'est depuis 2009 qu'on a déposé la loi. 2009. 2009. Ça va faire combien d'années? Ça va faire... voilà, à un moment donné... 16, 17 ans. Voilà, on a statué sur la loi, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été publiée. Elle n'a jamais été promulguée. Et cela bloque. Et si même les citoyens ont des difficultés pour comprendre ce qui se passe dans différents secteurs du pays, c'est à cause de ça. Puisque si on avait, cette loi-là été déjà en vigueur, on s'imposerait au fait, en tant que quatrième pouvoir, on s'imposerait pour avoir des informations fiables sur ces différentes questions. Mais malheureusement, ils ont dit, ils n'ont pas voulu être accessibles. Donc, on s'arrête là. C'est-à-dire, c'est comme si on vous sert une nourriture, mais qui n'a pas été très bien préparée et ça vous met en difficulté. Or, dans l'entretemps, si seulement chaque Congolais avait le monopole de vérifier ou contre-vérifier ce qui se passe dans les secteurs où c'est donné pour, en tant que citoyen, de s'investir, à mon avis, on ne connaîtrait pas les problèmes de coulage de recettes. Okay. On ne connaîtrait pas un problème de taux élevé de la corruption. Ouais. On ne connaîtrait pas non plus des difficultés pour accéder aux informations capitales. Une fois, je suis allée en mission. J'ai dit, bon, je veux quand même prendre de l'air, fatiguée de rester à Kinshasa. Je suis allée à Kolwezi. Et là où je suis allée loger, c'était vraiment le long de la chaussée. Je refusais d'habiter les centres. J'ai dit, je vais vraiment dans un coin reculé, un coin perdu, puisqu'il fallait me reconstituer. Et c'est là où j'ai vu comment les minéraux sortent de la RDC de l'extérieur. Parce que j'étais logée vraiment, c'est-à-dire là où j'habitais, c'était vraiment au bord de la route. Il faut regarder les remorques qui partent. Je dis, mon cher, tu seras sidéré, tu seras énervé. Et les Lualabais, ils savent quand ils sentent l'odeur de ça, ils te disent ça c'est le cathode. Ah, c'est le cathode. Ça c'est tel minéré. Ça c'est tel minéré. Et quand tu arrives au niveau de, comment on appelle ça? À Funguru, mais c'est-à-dire quand tu arrives, là il faut sortir là. Au niveau des péages. Les péages. Quand tu arrives au péage, tu regardes combien ces remorques-là sont alignés. Sont alignés. Je dirais que ici, là, en tout cas, s'il faut qu'on nous présente c'est-à-dire on nous présente les recettes, ce serait des milliards. Alors, mais ce n'est pas le cas. Dans l'entretemps, si je reviens à ce que Gustave a dit, si vous vous rendez dans les villes où les mines sont exploitées, vous serez énervé. Énervé parce que... Énervé tout simplement parce que les cahiers de charges, ou les 0,3% qui devraient répondre au développement des communautés locales impactées par l'activité minière. Il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien. Il y a même d'autres entreprises minières qui s'étaient permis dans le passé de bloquer la route. Que tout le monde qui sortait devait être contrôlé. C'est-à-dire une entreprise minière étrangère qui vient exploiter ici, c'est situé en gendarme. Mais alors là, cette question, je la pose quand même à Olivier. Lorsque Mme Dorcas présente quand même ce tableau lié au fait que les communautés locales croupissent dans la misère, pourtant elles sont impactées par l'activité minière des entreprises, et là, ça devrait quand même interpeller quelqu'un, mais il y a quand même des comités locaux de développement, les comités, les CLD, les comités qui doivent quand même faire un suivi pour qu'il y ait quand même des résultats de ce côté-là. Oui. Mais les comités locaux, lesquels vont faire le suivi? D'ailleurs, il n'y en a pas assez. Non, même s'il y en a, ils sont dans le couche des entreprises. C'est ça le problème. On sélectionne des gens, on dit bon, celui-là, il est quand même modéré, on le prend, on les met dans ces fameux comités-là. Il n'a pas été désigné par la base. Par la base, oui, c'est ça le problème. Ils ont été choisis.
par le politique, par les entreprises. Par les entreprises. C'est-à-dire, ils disent, bon, celui-là, ça va quand même, celui-là, on sélectionne. C'est-à-dire, on crée des troubles, on crée le problème au sein de la communauté pour dissoudre le comité qui existe, qui a été mis en place par les membres des ETD ou des communautés locales. On les dissout, on crée maintenant un autre comité parallèle qui sera favorable à l'entreprise. Parce que moi j'ai eu à participer à la 9e édition de l'alternative Mining là-bas. J'ai eu la chance de rencontrer quand même des communautés locales. Okay. Et là, quand vous entendez ce qu'ils vous disent, ça donne envie de pleurer. Et quand je me suis décidé de se rendre personnellement à constater ce qu'il y a réellement là-bas. Mais les développements qu'on nous fait de lecture, présentation trimestrielle, des réalisations des entreprises au sein dans les communautés, c'est pratiquement... Alors, monsieur Ambroise, je reviens à Olivier. Oui. Par rapport à cette question, moi je pense aussi que la responsabilité revient au ministre des tutelles. Le ministre des Mines. Parce que les lois sont claires, toutes les lois, que ce soit le code minier, que ce soit d'autres lois en la matière qui concernent le secteur minier, les ministres devraient veiller. Et même au niveau des provinces, il y a les ministres provinciaux qui doivent veiller si vraiment les lois sont appliquées par les exploitants qui exploitent les ressources minières dans ces provinces-là. Mais malheureusement, il y a un laisser-aller. C'est là où on ne comprend pas. Parce que les communautés, comment expliquer? On vient extraire les ressources dans votre contrée, on part avec pour développer ailleurs, et là où on a extrait ces ressources, on reste toujours à la situation du départ. Ça ne s'explique pas. Et le problème, c'est que c'est l'autre question dont on a parlé tout à l'heure, avant qu'on prenne les recommandations, c'est le fait que les ressources sont épuisables. Tout à fait. Il faudrait qu'après une certaine période, on arrive à présenter une contrepartie. Regardez, on a exploité. Regardez ce qu'on a. C'est le développement durable. C'est pour cette raison, M. Ambroise, il y a aussi les fonds mines, qu'on a créé les fonds mines. Mais est-ce que vraiment, c'est dans cette logique-là, l'affectation des frais et la gestion? Il y a à boire et à manger aussi là-bas. Que faire alors? Que faire? Qui doit faire quoi? Voilà. L'émission ici, nous la tournons avec un objectif. Nous sommes au début de 2026. Le gouvernement est appelé à mobiliser pour atteindre les chiffres déposés au niveau du Parlement. 22 milliards, quelque chose comme ça. Comment atteindre ces chiffres? Il y a autant d'impôts, des taxes, des droits. Il y a l'impôt foncier, l'impôt sur les véhicules, les taxes de superficie sur les concessions, il y a la redevance, il y a l'hyper, il y a l'impôt sur les profits et bénéfices. C'est là qu'il y a des problèmes. Les profits que les entreprises minières font, il y a 30% qui doivent être prélevés pour la République. Okay. Qui contrôle tout ça? Qui collecte tout ça? Et ça va où? Alors, ici, que faire? Que faire? Nous demandons beaucoup plus, d'abord, au président de la République de veiller dans les secteurs miniers. Veiller dans les secteurs miniers. De veiller, d'ouvrir l'œil et les bons. Parce que c'est lui, Olivier l'a dit, c'est lui qui doit rendre compte. Combien de fois la première ministre est allée au gouvernement là pour se justifier? Si c'est pour déposer les budgets. Ouais. Mais combien de fois? Mais lui, le chef de l'État, chaque année, il doit aller dire voilà ce qu'on a fait dans tel secteur. Auprès de la population. Et la population le regarde, lui demande des comptes. C'est pourquoi nous disons, le président de la République doit veiller. Parce que la nomination de certains dirigeants, les directeurs des entreprises, c'est lui qui nomme. C'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque. Alors, il doit veiller, il doit ouvrir l'œil et les bons. En dehors de ça, je prends le rapport d'AfriWatch
qui a analysé l'efficacité du système de recouvrement des impôts, droits et taxes applicables au secteur minier. Et là, AFRIWatch s'est focalisé sur les cas des minéraux de la transition énergétique dans le Haut-Katanga et au Lualaba. Mais là, après des constats amers, AFRIWatch a fait des recommandations que moi aussi j'épouse, hein, parce que ce sont des recommandations qui pourront permettre au pays de pouvoir bien mobiliser et éviter beaucoup de fraudes, éviter la corruption et consorts. Il y a d'abord cette recommandation, il faut digitaliser. Ah, digitaliser. Les opérations de la chaîne de la recette minière à tous les échelons de la perception. Il faut digitaliser parce que si... Il faut que ce soit numérique. Hein? Oui, oui. Si c'est numérique, on paye l'impôt ici ou bien à Bungeya là-bas, dans les lois là-bas. Ici, le ministre peut voir ce qui est payé. Parce directement, hein? Directement. Ou même tout citoyen, non seulement les ministres. Oui, les ministres peuvent voir, et même les autres services qui entrent en ligne peuvent voir, chacun comptabiliser, et à la fin, lorsqu'on vient déclarer ce que nous n'avons pas dit, notre régime est déclaratif, Ambroise. Ouais. Vous pouvez comprendre ça? L'entreprise qui exploite et qui vient vous dire, moi j'ai produit 2 milliards ou 2 millions. Ce sont des questions comme ça, à mon avis, qu'il faudrait revoir dans le code de 2018. Oui, hein. Qui contrôle, qui est sûr, qui a vu qu'exactement cette entreprise a produit 2 milliards ou 3 milliards ou 2 millions? Qui va comprendre? Et l'entreprise a la liberté de venir vous dire, moi j'ai produit 500 000 $. Vous acceptez? Et vous n'avez pas... Non, mais vous allez contrevérifier. Parce que c'est la loi. Comment vous allez contrevérifier? Comment vous allez contrevérifier ça? Donc, parce que le système est déclaratif. Ça, c'est un problème. Voilà. Il faut changer ce système. Le code minier. L'autre a parlé un peu d'amélioration, exactement aussi d'Ocas. Il faut revoir ce régime déclaratif. Parce que nous ne sommes pas plutôt les allez-y avec les autres recommandations pour gagner le temps. Pour dire la vérité. Alors, il y a un problème d'équipement des administrations. Il faut équiper nos administrations qui œuvrent dans le secteur des mines pour pouvoir, nous l'avons dit ici, dénicher d'autres minéraux, d'autres minéraux, et puis pour contrôler ce qui doit être versé dans le trésor public. Il faut mettre un terme à la fragmentation fiscale. Là, c'est aussi un débat. Plus il y a beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, ça fragilise les investisseurs et il y a une idée qui est évoquée par AFRIWatch qu'il faut parvenir à une autorité commune des revenus. Donc, on met ensemble et il n'y a qu'une autorité, fusionne les services. Il n'y a qu'une autorité qui peut se présenter devant les entreprises et payer, et après on peut faire le dispatching. Alors, il y a autant de recommandations évoquées par AFRIWatch. Il y a l'utilisation de la Logirad par tous les services concernés. Il faut utiliser la Logirad, c'est un logiciel de gestion des recettes et consorts. On recommande cela. Il faut les suivis de la mise en œuvre de la réforme fiscale en cours. Côté de la DG, etc. Il y en a 10 et donc on ne peut pas tout ramasser, effectivement. Voilà. Mais cette question, je la pose quand même à Dorcas par rapport à l'utilisation de la Logirad, c'est les logiciels de Gérard mis en place pour arriver à digitaliser, mais apparemment AFRIWatch en même temps émet quand même une crainte de réaliser qu'il y a des résistances. Il y a des gens qui ne l'utilisent pas, qui résistent, peut-être parce qu'ils veulent le manuel qui favorise la corruption. À chaque réforme, il y a toujours des conséquences. Hein. C'est un logiciel qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, il y a si peu. Ceux qui refusent, à mon avis, c'est pas dit qu'ils sont incapables d'utiliser ces logiciels-là, c'est un problème, une question d'habitude. D'habitude, vous comprenez? On est habitué à la main. C'est comme vous là, vous aviez un stylo et un papier en train de noter ce qu'il faudrait peut-être dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui utiliserait son téléphone. C'est-à-dire, ils étaient déjà habitués, c'est-à-dire les services de l'État étaient déjà habitués, les agents de l'État à utiliser
des systèmes manuels. Quand vous amenez un logiciel, donc il faudrait aussi leur donner le temps de s'adapter. Hein. De s'adapter, d'apprendre et de s'adapter. Surtout ces techniques. Et surtout que ces techniques, il y a sûrement peut-être de chiffres. Moi, je ne maîtrise pas ces logiciels-là. Donc, c'est là, en fait, qu'il y a aussi un problème. L'opposition vient toujours. À chaque réforme, il y a toujours de l'opposition. Bien qu'on n'encourage pas l'opposition. Mais dans l'entretemps, s'il faudrait parler du secteur minier, on a deux types d'exploitation. Ok. Il y a l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. Allez-y, Madame Dorcas. Donc, du moment où, aujourd'hui aussi, la fraude a été intensifiée du côté des artisanaux. Je m'explique. L'exploitant artisanal, il est dans sa forêt en train d'exploiter, mais il ne connaît ni une adresse d'un comptoir, il n'a pas de moyens pour sortir au centre-ville ou encore arriver à Kinshasa pour vendre ou dans les Albumbashi, à Koluzi pour vendre, il ne connaît pas. Dans l'entretemps, il ne connaît même pas comment il faudrait s'organiser. D'où le secteur artisanal aussi a beaucoup de défis à relever. Par rapport à, il y a un problème de la formalisation de leurs activités. Aujourd'hui, ils sont regroupés en coopératives, mais il y a ceux-là qui continuent de travailler en solo ou qui sont encore, qui n'ont pas encore accédé dans les coopératives. Dans l'entretemps, moi j'ai été au Grand Katanga, j'ai vu, excusez-moi, vous connaissez ceux qui sont plus dans le secteur minier ici, je ne peux pas citer des fois que je sois poursuivi. J'ai vu la peau blanche aller dans les fins fonds. Moi j'ai dans les fins fonds, vers les artisanaux, alors qu'en principe, ils doivent rester, attendre au finish. Au finish, pour que les artisanaux amènent. Voilà. Et ils descendent. Les Chinois descendent. Les expatriés. Ils descendent là-bas. Et ce sont eux qui de fois même fixent le prix. Dans l'entretemps, quand il y a des intermédiaires qui viennent, du moment où les intermédiaires sont de Congolais, il y a aussi des étrangers qui sont aussi dans les lots intermédiaires, ça pose déjà un problème. C'est-à-dire que quelqu'un peut exploiter une quantité de, je donne l'exemple de $100, mais au finish, il ne reçoit que $10. Donc le $90 a été dispatché auprès des commissions, comment on dit, des composants, des intermédiaires, des personnes qui ont facilité. Et ils ne gagnent pas assez. Ils ne gagnent pas assez. Ils ne savent pas évoluer. C'est ça la difficulté. D'où la nécessité, selon moi, de prendre aussi des précautions. Nous sommes au début de l'année. Tout le secteur minier de manière générale, artisanal comme industriel, doivent produire des résultats, doivent produire des recettes qui vont permettre. Parce que quand l'exploitant n'en a que $10 sur le $100 qu'il devait avoir, comment il va payer le taxe? Comment il va payer une taxe? Et quand les services vont descendre sur le terrain et aller machin, tous les services là pour solliciter qu'ils puissent payer les taxes, il va payer avec quoi? Puisque lui-même n'a rien gagné. Il y a des recommandations selon moi qu'il faudrait au fait mettre sous pied des mécanismes de manière à ce que les choses puissent évoluer. Et qu'en 2026, rien que le secteur minier puisse produire même, à mon avis, même les 70%, voire même les 90% du budget, c'est-à-dire de recettes. Et dans l'entretemps, les projections de 2027, puisque c'est bientôt ce sont les élections, les projections de 2027 souvent puissent être des projections qui vont vraiment ramener les pays vers le haut et non vers le bas. Alors, on a fini malheureusement, une minute à chacun et puis on termine. Est-ce que, dans votre minute, est-ce possible de diversifier l'économie à travers les secteurs miniers? Diversifier l'économie congolaise. C'est le souhait d'ailleurs des experts. Il faut diversifier l'économie congolaise. On ne doit pas seulement mettre l'accent sur les mines parce que nous avons dit les mines sont épuisables. Mais lorsqu'on diversifie, si nous prenons même l'aspect des forêts, là aussi il y a des potentiels où on peut maximiser des recettes pour renflouer les budgets de l'État. Même si nous prenons l'agriculture par exemple, c'est un secteur aussi qui devrait remporter beaucoup de moyens dans les budgets de l'État. Et l'ODEP ne cesse de plaidoyer là-dessus pour que l'État puisse mettre des moyens, qu'on mette l'accent sur l'agriculture. Ça va permettre de donner de l'emploi aux jeunes. On ne doit pas se focaliser seulement sur les mines et laisser
d'autres secteurs importants aussi qui devraient apporter un plus au budget de l'État. Et pour terminer, j'avais lu quelque part, je vis Maître Donald Kabasele qui proposait si on peut créer ou mettre en place l'inspection générale des mines qui serait sous la tutelle du président de la République pour avoir un œil dans tout ce qui se fait dans ces secteurs des mines. Mais malheureusement, cette proposition, selon ses explications, le ministre n'a pas respecté la vision qu'il a proposée, mais il a donné cette inspection générale des mines sous la tutelle du ministère des Mines. Donc, c'est la question aussi qu'on devrait voir pour améliorer Vous avez votre minute. Je vais terminer avec M. Gustave après, une minute, pour terminer pour ce soir. Moi, je pense que les défis sont énormes dans les secteurs. Diversifier l'économie, c'est l'idéal. Mais nous pouvons en fait nous servir de recettes ou de fonds que nous collectons dans les secteurs miniers pour booster les secteurs, d'autres secteurs. C'est très important. Les mines congolaises peuvent en elles-mêmes donner des moyens pour diversifier l'économie congolaise. Merci. Gustave, on termine avec vous. JRNF, qu'est-ce que JRNF pourrait aussi faire d'ici 2026? Voilà, merci beaucoup. Nous venons à la rescousse pour pousser les uns et les autres à s'acquitter chacun de ses prérogatives. Parlement, pousser, contrôler les entreprises du secteur minier. Les parlements, vous avez le pouvoir de contrôle. Donnez-nous de bonnes lois, améliorer peut-être les codes miniers pour que, par exemple, les régimes déclaratifs là soient élagués. Parce qu'on ne voit pas clair. De deux, nous disons qu'il faut... GRNF est là pour travailler dans les secteurs, récolter les informations, les traiter, les diffuser au profit de la population. C'est ainsi que nous sommes là pour collaborer avec celui qui veut nous donner des informations pour pouvoir les publier au grand public. Alors, concernant les secteurs, pour terminer, je me pose la question, à qui profite l'exploitation minière en République démocratique du Congo? Rapidement, jusque-là, les secteurs des mines profitent peut-être à 10%. Donc les acteurs des services publics à 10%. Et les miniers, les opérateurs miniers. Et les 90% de la population ne voient pas encore clair. Mais pourquoi cette situation doit perdurer? On parle chaque fois. Pourquoi? Il faut que ça s'arrête un moment. Qu'on mette fin à ça. Et pour mettre fin à ça, il faut relever tout ce qu'on a évoqué comme défi ici. Il faut un contrôle, il faut éviter la corruption. Et il faut on a débordé. Que chacun joue son rôle. Merci beaucoup Gustave Tshibumbu. Merci. Nous rappelons que vous êtes journaliste, président de JRNF. Merci d'avoir été sur ce plateau de table ronde. Madame Dorcas Somwe, merci d'avoir été sur ce plateau de table ronde, journaliste et membre de JRNF. Olivier Massini, journaliste chargé des communications et relations publiques de JRNF. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau de table ronde. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez aimé? On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des tables rondes.